La présentation de Meredith Roth-Berstein de CESCO avec les marsupiaux arboricoles. Excusez-moi, madame. Oui. Et excusez-moi, comme les instructions disaient que c'était jusqu'à 17h30, et je voulais savoir à quelle heure vous aviez prévu que je présente. C'est Franz Mani. Oui, eh bien, il y a encore une présentation D'accord. avant vous. Merci. Bon, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok, très bien. Je vais essayer de présenter rapidement. Bon, et je vais vous présenter une partie d'un projet EcoSud que je mène avec Serge Baucher et des collègues au Chili. Mais c'est très préliminaire. Donc, la phénérologie d'Adolf Portman propose que la forme extérieure de l'animal a pour but d'apparaître, de présenter le soi. Pendant que divers philosophes et autres penseurs ont écrit comment apparaître est une manière d'influencer l'autre, dans la biologie, la phénérologie de Portman, qui était bien un biologue, reste très peu commentée, voire invisible. Cela est peut-être dû au fait que Portman n'était pas darwiniste et donc ses idées ne sont pas très bien articulées avec un regard évolutionnaire. En même temps, moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais un peu déçue car j'attendais quelque chose de beaucoup plus subjectif. En fait, j'attendais quelque chose plutôt dans le style de Van Uexküll, bien sûr très connu pour l'idée de Umwelt, ce monde sensoriel propre à chaque espèce. Il est aussi vrai que Van Uexküll lui-même a diverses idées intrigantes impliquées par l'idée de Umwelt, mais très peu, voire jamais citées par des biologues. Par exemple, à gauche, l'idée de chemin familier qui organise l'espace et la perception le long des chaînes de mouvement habituelles, ou ici à droite, l'idée de l'ombre magique, comme il dit, qui fait référence à un concept similaire à ce que les psychologues appellent le comportement superstitieux ou l'apprentissage d'associations qui ne représentent pas la vraie structure du monde d'une point de vue objective. Et ce que je propose ici, c'est une approche ethnobiologique qui combine la phénérologie avec la subjectivité des Umwelt et ses idées, autres idées de Van. Je veux considérer quelque chose que Portman, il me semble, ne prend pas suffisamment en compte, et cela, c'est l'apparence d'invisibilité de la majorité des mammifères et marsupiaux. Les petits mammifères et marsupiaux sont très difficiles à voir, au moins de la perspective des humains. Ils sont tellement difficiles à voir qu'il y a beaucoup de cas d'espèces qui n'ont pas été vues pendant des cinquantaines ou des centaines d'années, présumées extinctes, qu'on a retrouvées par chance. Voici quelques-unes de ces espèces, mais il y a beaucoup plus. Et effectivement, je crois que parmi les espèces redécouvertes, la majorité sont des mammifères ou des marsupiaux. Il y a un autre aspect de la redécouverte des mammifères et marsupiaux qui est ce qu'on appelle les espèces cryptiques. Beaucoup d'espèces de petits mammifères se ressemblent. Comme la personne dit ici, dans la petite boîte en rouge, ils ont tous des petites oreilles et des queues courtes. Elle est bien une experte en campagnol. Et je veux attirer l'attention sur le fait que le campagnol qui illustre cet article sur la redécouverte du Bavarian Short-Eared Mouse n'est pas un Bavarian Short-Eared Mouse, mais un campagnol d'Orkney, comme il le dit explicitement. Et les petits mammifères formant des espèces cryptiques posent des questions intéressantes sur la définition des espèces, en particulier le hiatus morphologique, dans les mots de ces auteurs ici, que l'on attend de la définition morphologique de l'espèce. Et je ne vais pas plus parler de ce problème biologique ici, mais c'est quand même très intéressant. Ce travail considère du marsupio arboricole du Chili, en Amérique du Sud évidemment, la Yaca Tilamis elegans et le Monito del Monte Dromisiops scleroides. Ils sont très similaires et même les experts ont parfois du mal à identifier l'espèce d'une photographe ou même d'un spécimen. La grande différence est leur distribution géographique. La Yaca tolère les milieux plus secs et se trouve donc du sud au nord du Chili. Le Monito del Monte
préfère des forêts plutôt closes et humides et se trouve seulement dans le centre-sud du Chili. Cependant, pendant un autre projet de recherche à Alloué, qui c'est l'endroit dans le cercle en rouge, qu'on voit qui est bien dans la distribution de Yaka, mais pas dans la distribution du Monito del Monte, quelqu'un qui connaissait très bien la forêt m'avait dit qu'il avait vu des Monito del Monte pendant sa vie à Alloué. Et moi, je lui ai dit, mais c'est peut-être une Yaka, est-ce que vous connaissez les Yaka? Il m'a dit, oui, je connais les Yaka, c'est autre chose. J'ai vu un monito. Et donc, j'ai demandé à mon collègue Juan Luisel, qui est expert en monito, si c'était possible qu'il y avait des monitos. Il m'avait dit, en termes d'habitat, a priori, c'est possible. Donc, on a décidé de faire un projet dessus. Effectivement, c'est pas possible que l'absence supposée du monito en Alloué n'est pas due à une barrière biogéographique ancienne ou originelle, mais plutôt au changement extrême d'usage du sol entre la région où le monito se trouve actuellement et Alloué. Avant la colonisation du Chili, les forêts étaient continues entre le centre-sud et Alloué, et la conversion à l'agriculture dans cette zone a commencé très tôt, puis accéléré pendant le XXe siècle. Cependant, on n'a pas de bonnes données sur les espèces qui habitaient originellement dans cette zone non vidée par l'agriculture et les plantations forestières. Alloué est entouré de montagnes et très isolée, donc considérée une refuge bioculturel, mais elle est peut-être aussi un refuge biogéographique où le monito aurait pu survivre. Donc, en août 2018, dans le cadre de ce projet EcoSud, on a interviewé 13 personnes à Alloué qui disent avoir vu des monitos à Alloué. On a demandé comment ils ont reconnu le monito, s'ils savaient des Yaka et en ce cas, comment les distinguer. On a aussi présenté 19 fiches de monito et de Yaka en photo ou en dessin scientifique et on a demandé à ces personnes de classer les images comme monito ou Yaka. D'abord, les résultats de l'identification des fiches étaient très mélangés. Une personne était correcte pour 18 des 19 fiches, qui était surprenant, parce que même les experts ont du mal à faire ça en réalité. Mais la majorité des personnes ont reconnu correctement 2 à 3 fiches de monito ou de Yaka, typiquement, mais ne voulaient pas se prononcer sur les autres, on n'arrivait pas à les forcer non plus. Et quelques personnes ont prononcé sur la majorité des fiches, mais ils avaient une précision assez faible. Et en termes de description du monito, ou comment le monito est différent qu'un Yaka, on voyait qu'il y avait... Bon, d'abord, c'est assez difficile d'écrire des animaux, et en plus, c'est très difficile d'écrire des animaux qu'on voit très, très rarement. On voyait qu'il s'appuyait sur différentes formes de connaissances. C'était très commun d'avoir vu un monito de manière très rapide quand on passait dans la forêt, et c'est une rencontre assez éphémère. Mais il y avait d'autres personnes qui passaient leur connaissance ou leur description du monito ou de Yaka, ou les deux, sur la lecture ou sur les programmes de télévision, parce que le monito est très bien connu et sur la télévision, très bien médiatisé au Chili. Mais aussi, c'était assez commun, c'était très commun en fait d'avoir vu des monitos pendant qu'on faisait des différentes activités traditionnelles d'agriculture ou collecte de différentes ressources forestières. Et aussi, c'était intéressant de voir les différents aspects de l'animal qu'on essayait de décrire avec beaucoup de mal. Effectivement, on voyait la pauvreté de langage pour décrire les animaux. Je mets juste quelques exemples. On parlait beaucoup des oreilles de Yaka versus monito. Et on disait que, par exemple, le monito avait des petites oreilles de bébé, que c'est sympa comme description, mais c'est assez difficile de relationner ça avec de faire distinguer deux animaux avec ce genre de description. On parlait aussi de différents aspects du corps, de l'apparence de l'animal et aussi de ses habitudes, de quoi il se nourrissait, l'habitat et l'habitat. Mais ce qui était surprenant,
lors du troisième entretien, je me suis rendu compte que je suspectais qu'on décrivait un animal qui n'était ni des Glirioides ni T. elegans, mais plutôt des groupes Costino octodon lunatus. Et donc, pour résumer très rapidement, il y a au moins 3 possibles catégorisations qu'on voit parmi les différentes réponses des 13 personnes. Pour un côté, il y a ceux qui semblent distinguer entre un monito pour un côté et Yarka étant ces deux animaux parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils mangent la même chose, qui sont les cocos de la palme chilienne. D'autre côté, il y a ceux qui semblent combiner monito et yak dans un animal qui a un nez pointu et d'autres caractéristiques, mais que l'on voit de manière fugace dans un arbre ou dans la forêt. Et par autre côté, un animal qui s'appelle soit yaka, soit dégoût, aussi parce qu'il mange la même chose, les cocos. Ou troisièmement, il y a une catégorisation où il y a un animal qui s'appelle yaka, qui est cet animal avec certaines caractéristiques comme nez pointu, etc., que l'on voit très communément, on le voit partout. Et il y a un mélange de tous les autres animaux qui n'ont pas de nom. Donc, je crois que la question s'impose, est-ce qu'un monito del monte est un Dromaeosaurus glirioides? Et moi, je veux proposer qu'en fait, ce qu'on appelle monito, à l'ouest en tout cas, est une forme de rencontre avec un animal invisible. Certains types de rencontres le rendent visible. Comme il le dit très clairement, l'interlocuteur 4 ici, c'est mes notes, c'est pour ça c'est en troisième personne, il a vu les deux animaux. Il ne sait pas si on peut les distinguer visuellement, mais à la rencontre. Et il y a aussi des controverses intéressantes sur le mode de rencontre qui produit correctement un monito. Comme dit cette personne 3, ceux que vous voyez noyés dans l'eau ne sont pas des monitos. Le yaka est plus visible. On peut encore voir le yaka. Et comme beaucoup de personnes ont signalé, on ne voit plus de monitos car on a abandonné dans les 30 années plus récentes les activités d'agriculture dans la forêt et de collecte de ressources forestières. Donc, on pourrait, basé sur ces résultats, on ne peut pas rejeter l'idée qu'il y a des Dromaeosaurus glirioides à l'ouest, mais Dromaeosaurus glirioides en tant qu'espèce ne peut pas être trouvée sans un gros travail de piégeage que nous n'avons pas pu faire dû à la pandémie. Et je veux juste terminer en pensant le problème du yaka et du monito avec les arguments de Michael Taussig en Mimesis and Alterity. Selon lui, le mimesis est l'influence sur l'autre par les techniques de similarité. Donc ça, c'est un autre aspect de la phénoménologie que Portman n'a pas développé. Et donc ma question, c'est quelle est l'influence que deux espèces critiques, comme celui-ci, peuvent porter du point de vue des humains d'Aluet. Je suggère que la yaka, dans sa confusion avec le monito, ou plutôt dans toutes ces confusions ici, sert de conjurer les conditions d'existence et de rencontre avec le monito. Et cela est important car ces conditions de son existence disparaissent et sont menacées par l'économie, la politique et le changement climatique. L'influence est un enjeu magique et c'est de la magie. Et si c'est de la magie formelle dont parle Taussig ou des ombres magiques d'apprentissage individuel dont parle von Uexküll. Je propose que de certaines manières, éduquer les gens sur la définition scientifique et l'identification correcte scientifique de Dromaeosaurus glirioides en tant que monito et Thilamus elegans en tant que yaka est une manière de priver des gens de ce pouvoir magique d'influence sur les conditions de la forêt et leurs conditions de vie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?